Donc moi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours en tant qu'illustrateur, comment je suis passé de la profession d'architecte à l'illustration, puisque à la base, en fait, j'ai fait des études d'architecture et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en agence. Ces études, je les ai faites principalement à Paris, enfin après les avoir commencées à Rouen, en Normandie. Et j'ai ensuite travaillé pendant 10 ans dans une petite agence parisienne, celle d'Alain Gignoux. Et donc mon diplôme, en fait, je l'ai eu en 99, et donc j'ai travaillé les 10 années qui ont suivi. 99, vous vous en souvenez, ça correspond à peu près au moment où et les écoles et les agences passent du travail à la main, sur papier, à l'informatique, quoi. Enfin, fin des années 90, quoi. Donc moi, j'ai fait mes études, en gros, sans ordinateur, quoi. C'est arrivé en agence que d'un seul coup, j'ai dû complètement changer d'outil. Et pendant mes études, j'ai toujours aimé dessiner pour moi. Et j'ai aimé aussi dessiner les projets, travailler au thé à l'équerre sur une table à dessin. Ça a toujours été un grand plaisir. Et c'est des techniques et une pratique que j'ai dû abandonner comme tous les gens de ma génération ou antérieure, quoi, au début des années 2000. Et le dessin, d'ailleurs, a été un peu abandonné dans les écoles d'architecture. On l'a beaucoup moins enseigné, mais ça revient un peu aujourd'hui, tant mieux. Euh, donc voilà un peu pour vous planter le décor, quoi, donc fin 2008, après avoir bossé 9 ans, je commence à avoir une sorte de petit ras-le-bol et d'avoir envie de faire un break. Euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire par la suite professionnellement, mais j'avais besoin de faire une pause. Donc, la personne qui m'a embauché à l'ingénierie a été très compréhensive et a accepté de me licencier parce qu'à l'époque n'existait pas la rupture conventionnelle. Et je me suis retrouvé au chômage décidé. Et qui ont été les années de chômage ont été des années assez heureuses. C'est parce que ne rien faire, c'est un luxe et c'est quand même assez agréable. Et ce temps oisif, ça m'a permis de me remettre activement au dessin, vraiment pour moi, pour une pratique. Dans mes carnets de croquis, donc je me suis racheté des crayons et vu que je n'avais rien à faire de mes journées, en gros, j'ai passé beaucoup de temps dans des cafés à dessiner ce qu'il y avait devant moi, quoi. Et en, en- je tenais presque une sorte de journal personnel par le dessin. Alors, les dessins que je vais présenter là, un peu, sont pas forcément dans un ordre chronologique. Je les ai un peu regroupés par thématique, donc il peut y avoir des dessins qui sont effectivement de cette époque-là, c'est-à-dire des années 2010, 2011, enfin depuis, et puis des plus récents, quoi, voilà. Mais voilà, donc j'avais énormément de plaisir à dessiner les gens sur les présents à la table d'à côté ou les lieux dans lesquels je me baladais en prenant un peu des notes et en faisant varier les outils. J'ai pas vraiment d'outils préférés, le crayon, l'encre, le, j'aime bien le pinceau aussi, donc j'utilise des styles, enfin des pinceaux à cartouche, un réservoir, donc ce qui est assez pratique pour les ranger dans. Voilà, bah, ça, typiquement c'est un dessin au pinceau avec un pinceau à cartouche, enfin deux pinceaux à cartouche, un noir, un gris, quoi, donc. Et c'est un outil que j'aime bien parce qu'il permet de dessiner assez rapidement. Et, euh, et comme vous pouvez le voir, il y a pas, quand je dessine des gens, ils sont souvent de profil ou de trois quarts arrière parce que
c'est un angle qui permet de les dessiner sans être vu. Parce que voilà, donc des gens en télétravail dans les cafés, c'est des gens qui bougent pas trop. Donc, donc là, c'est au crayon de couleur. Bon, je ne vais pas vous décrire ce qu'il y a sur les dessins. Je vous laisse les regarder. Je les passe un peu en revue, comme ça, il y en a peut-être un peu beaucoup. Voilà, donc là, c'était un café dans lequel il y avait un chat, qui lui non plus ne bougeait pas. Et j'ai dessiné aussi beaucoup des amis, voilà. Euh, genre dans les parties de Scrabble quoi, aussi. Voilà, c'est des moments où, où les sujets ne bougent pas trop, quand ils sont trop longs à trouver leurs mots. Pendant la sieste, hein, au crayon de couleur. Donc tous ces dessins, ils sont à peu près... c'est des dessins qui sont issus de carnets, de carnets comme celui-ci, donc plus petit que A4. Quoi. Enfin, c'est A4 maximum, quoi. Donc tout ça est fait avec du matériel qui tient dans mon sac et que je peux trimballer facilement. J'ai, pendant cette période de chômage aussi, passé beaucoup de temps chez moi, donc à dessiner chez moi, des vues intérieures et aussi des vues de ma fenêtre, parce que j'ai un appartement à Paris qui a la chance d'avoir une vue dégagée sur les toits et j'ai passé beaucoup de temps à regarder euh, le paysage de ma fenêtre, quoi. Je pense que je pourrais éditer un livre, un recueil de tous ces dessins qui pourrait s'appeler Le monde vu de ma fenêtre, quoi. Et, voilà, donc une sorte de journal météorologique aussi, par temps de pluie, par temps de neige, ce qui est plus rare, évidemment. Le, enfin, je disais que j'avais pas d'outil de prédilection, mais il y en a un qui revient quand même plus souvent, c'est quand même le pinceau, quoi. J'ai un plaisir à dessiner au pinceau parce que ça, c'est un outil, enfin, ça va assez vite et c'est un outil un peu grossier, donc qui permet de ne pas s'embarquer dans les détails, quoi. Et, et un autre sujet que j'aime beaucoup, c'est la tombée de la nuit, ou c'est la nuit, c'est les fenêtres éclairées, des petites taches lumineuses. Voilà, au crayon de couleur, celui-ci. Le train, c'est un endroit aussi assez idéal pour dessiner, où les proies sont faciles, quoi. Et, bon, toujours de trois quarts arrière, quoi, mais bon, les gens bougent très peu, quoi. Et, voilà, les trains de banlieue, à cette époque-là, donc enfin, quoique là, il y a des dessins plus récents. Euh, j'ai pas fait de grands. J'étais au chômage, mais j'ai pas fait de grands voyages. J'ai pas fait le tour du monde, quoi. J'ai un peu parti en vacances en France, pas beaucoup plus loin, quoi. Et voilà, là, par exemple, quand quelqu'un dort profondément, on peut avoir le temps de le dessiner deux fois, quoi, en changeant d'outil, quoi, au crayon de couleur et à l'encre. Et, mais donc, enfin, ces dessins-là, c'était vraiment ouais, un journal personnel. Alors d'ailleurs, oui, que j'ai oublié de préciser, à l'époque, j'ai ouvert un blog qui existe encore, mais que j'alimente plus. Je pense qu'il est encore accessible, qui s'appelle Jour chômé au pluriel. Voilà. Donc je m'étais donné comme devoir de poster un dessin tous les jours sur ce blog, quoi.
Donc au début, je me suis tenu à cette règle, et puis petit à petit, bah, je m'y suis tenu assez longtemps, mais petit à petit, j'ai commencé à travailler. Et donc, je- j'ai posté avec des laps de temps un peu plus longs, quoi. Mais, d'ailleurs, c'est une habitude que j'ai un peu perdue, malheureusement, de dessiner dans mes carnets de croquis. Parce que donc de fil en aiguille, j'ai réussi à faire d'une activité qui était un plaisir personnel, hein, enfin un loisir personnel, et puis surtout une activité de, de oisive, quoi. J'ai réussi à en faire un métier, à devenir illustrateur par la suite sur d'autres sujets que les dessins du carnet de croquis. Mais en devenant illustrateur, j'ai un peu perdu cette habitude de dessiner euh, dans mes carnets de croquis. Je- les seuls moments où je les reprends vraiment, c'est bah, quand je suis en vacances, quoi. Quand d'un seul coup, euh, je quitte ma table à dessin et que je, je dessine, enfin, et que je peux retrouver le plaisir de dessiner dans un carnet de croquis. Sinon, après une journée de travail, je n'ai pas le réflexe de reprendre mon carnet, quoi. Donc, voilà. Dans les jardins aussi, j'ai beaucoup dessiné. Et là aussi, le pinceau, euh, là c'est pareil, des pinceaux réservoirs à cartouches, là. C'est assez pratique, ça permet, enfin, la végétation, il y a toujours quelque chose d'assez compliqué à dessiner. On ne sait jamais si on doit dessiner toutes les feuilles ou une boule, quoi. Donc, pour dessiner un arbre, quoi. Et bah, pour résoudre ce problème, je trouvais que le pinceau, c'était une manière de dessiner des grandes masses, et, tout en donnant l'impression que il y a l'intégralité du feuillage, quoi. Voilà, donc ça, c'est des dessins qui sont dans un square qui est juste à côté de chez moi, dans le 11e arrondissement, un square que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Square Gardette. Et, ça, c'est au but de Chaumont, toujours à Paris. Et c'est vrai que à part des petits éléments comme ça de bâtiments qui apparaissent derrière des arbres, j'ai pas dessiné beaucoup d'architecture, de- enfin, dans mes carnets de croquis. J'avais certainement besoin de prendre un peu de distance par rapport à l'archi et de dessiner plus mon quotidien, quoi. Et donc, ouais, je vous disais tout à l'heure, la nuit aussi, c'est un moment ou la tombée de la nuit, qui est assez propice au dessin, quoi. Enfin, pour moi en tout cas. Et puis ça donne des dessins un peu mystérieux, comme ça, où il y a des petites lumières, on peut se raconter Enfin, je sais pas, moi, quand je vois ces petites fenêtres allumées, comme ça, dans le noir, je me dis, il se passe certainement des histoires à l'intérieur, donc j'essaye de retranscrire ça, quoi. Donc, ça fait partie des... C'est vu de chez moi aussi. Donc, voilà, donc c'est à l'inverse enfin, c'est pas à l'inverse, mais tous les dessins que je vous ai montrés avant, c'est des dessins que j'ai fait dans mon carnet de croquis, donc en direct, sur place. Celui-ci, c'est un dessin un peu plus grand, fait au fusain, chez moi, à partir d'une photo, quoi. Donc, ça doit être un dessin format raisin, quoi, à peu près. Voilà, c'est pareil, un dessin sur lequel j'ai passé un peu plus de temps, sur les hauteurs de Rouen de nuit. On a l'impression, on pourrait croire que c'est Los Angeles, mais en fait c'est Rouen. Voilà, et donc je disais, aujourd'hui, les seuls moments où je dessine vraiment, où je retrouve un peu cette pratique du dessin, c'est quand je suis en vacances et quand je suis seul. Parce que
c'est une activité que j'arrive pas du tout à faire avec du monde autour de moi. J'ai besoin de prendre mon temps. Si si je sens la pression de quelqu'un qui m'attend, ça marche pas, quoi. Et donc ça, c'est il y a un petit moment déjà, puisque c'est des dessins que j'ai fait à Florence, et donc c'est il y a 4 5 ans à peu près. Je suis parti une semaine tout seul à Florence. J'avais vraiment envie de visiter cette ville. Donc ça, c'est les arcades de l'hôpital des Innocents de Brunelleschi. Et, euh, et donc je suis parti, pareil, avec mes pinceaux. Et puis, j'avais à l'époque découvert un nouvel outil qui étaient des petites gouaches, les petites gouaches de palettes d'enfants, là, avec les pastilles rondes, quoi. Et en fait, c'est assez pratique, justement, à trimballer en voyage, quoi. Et, euh, Ça, c'est la chapelle des Médicis. Et les couleurs sont assez belles, en plus, en tout cas sur cette palette celle que j'avais achetée. Euh, Michel-Ange. Là aussi, le pinceau, ça, ça permet de dessiner un peu vite, quoi. Et puis en jouant sur des contrastes ou des grandes parties pleines, des grands vides. Une église dont j'ai oublié le nom, je ne saurais pas. C'est Santa Crucia? Ah, merci. Cruci. Ah, d'accord. Qui était sur une place très belle. Voilà, et puis le Duomo et puis le baptistère, qui en plus vu que c'est une architecture faite de deux pierres, une très blanche et un marbre vert foncé, ça se prêtait bien justement au jeu du contraste de deux pinceaux, un noir, un gris, quoi. Voilà. Et, euh, et une vision de nuit, enfin de la tombée de la nuit, parce que j'étais en hiver, donc il faisait nuit tôt, quoi. Voilà un peu donc mes dessins de carnet de voyage. Donc ça, c'est une pratique vraiment personnelle, et c'est un peu cette pratique-là de dessin qui, euh, petit à petit, je me suis dit, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi, le dessin, et j'aimerais bien en faire mon métier. Et les choses se sont faites un peu, enfin petit à petit, mais un peu naturellement. Et euh, notamment grâce à l'agence TVK, donc l'agence d'architecture Trévelo Vigée-Colère, qui sont des amis. On était étudiants ensemble, on a même passé notre diplôme ensemble, et qui m'ont proposé. Enfin, je commençais dans cette période-là, ouais, de 2009, à faire quelques dessins à tester des dessins pour des agences d'archi. Et, euh, et eux m'ont dit, bah voilà, on est retenu sur un concours, sur le concours de la place de la République à Paris, et on aimerait bien que tu fasses des dessins. Donc c'est une commande qui m'a vachement surpris, parce que je me disais, c'est quand même assez gonflé, quoi, de proposer des dessins à la main pour un concours où il y a 5 équipes qui sont des grosses agences internationales. Alors, ils avaient évidemment des perspectives numériques, photoréalistes, avec des points de vue qui étaient imposés à tous les concurrents, mais ils avaient envie de compléter ça de dessins. Et donc en discutant avec eux, vu que on a trouvé cette idée-là, vu que leur projet, c'est de faire une grande place rendue piétonne et support, enfin libérer des voitures, et donc qui devient le support d'activités différentes, de représenter le même point de vue, donc vue aérienne de la place, à 4 moments de l'année différents, donc un peu les 4 saisons, avec 4 types d'occupations différentes. Donc en gros,
l'automne qui pourrait être, à l'époque, comment ça s'appelle cet événement, ça y est, j'ai oublié, euh, qui se passe la nuit, c'est pas la nuit des musées, mais c'est les nuits blanches, voilà, merci. À l'époque, c'était à l'automne, donc j'avais imaginé comme ça une espèce d'installation lumineuse qui se passerait sur la place de la République. L'hiver, l'installation d'un marché, et d'une patinoire. Le printemps, les manifs du 1er mai, puisque évidemment la place de la République, c'est le point de départ de la plupart des manifs parisiennes. Et l'été, la fête de la musique avec l'installation d'une scène. Et oui, voilà, si vous voulez les voir en plus gros plan. Voilà, voilà. Et, donc, enfin, donc ces dessins ont été intégrés sur les panneaux de rendu. Et, et à un moment où je trouvais, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je m'étais dit, c'est un peu culotté de la part de TVK, quoi, de mettre du dessin. C'était pas quelque chose de très courant, quoi, là. Et, TVK donc, a remporté le concours de cette place. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des dessins qui ont été un petit peu vus. Et ils m'ont demandé de travailler une deuxième fois, enfin une fois après le concours d'Archie, une fois qu'ils ont été lauréats, de retravailler à nouveau pendant les études et surtout pendant les réunions de concertation, où ils présentaient un peu leur projet au public, aux commerçants, enfin aux associations de commerçants, aux habitants. Et oui, mais ils m'ont expliqué qu'ils avaient du mal à raconter leur projet. Que chaque fois qu'ils montraient des perspectives qui, elles, là pour le coup, étaient plus photonumériques, ils arrivaient en gros à enfin, à figurer la matérialité du projet, mais qu'ils avaient du mal à raconter l'activité qu'ils souhaitaient y voir et le fait que c'était un support d'activité multiple, cette place, quoi. Et donc ils m'ont demandé, ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu pourrais pas nous dessiner des grandes coupes ou des grandes, je sais pas, des plans des personnages. Et le problème, c'est que la place de la République, je vais revenir au dessin en arrière, enfin, c'est une place, en fait, je crois que sa taille, c'est 5 terrains de foot à peu près. Donc dessiner des personnages dans une coupe, c'est impossible, quoi. C'est dessiner des fourmis, quoi. Et, donc, euh, donc tout ça s'est fait évidemment en discutant avec eux, hein. C'est vachement important dans une commande de dessin d'échanger avec les architectes pour essayer de trouver le langage graphique qu'on va utiliser. Il se trouve qu'à ce moment-là, moi, donc c'était en 2010, je découvrais Chris Ware, un auteur de bande dessinée très connu, puisque aujourd'hui, enfin, il a une renommée internationale, il a remporté le Fauve d'Or, enfin, et le Grand Prix de la BD d'Angoulême. Et donc je découvrais sa bande dessinée, Jimmy Corrigan, et j'ai été assez fasciné par les planches, enfin, non seulement le style graphique, mais aussi le fait que la lecture est complètement brouillée, quoi. On ne sait pas vraiment dans quel ordre, on ne sait plus si c'est de gauche à droite et de haut en bas qu'il faut lire cette bande dessinée. Et notamment, ça c'est l'affiche qui... enfin, une espèce de grand dessin, affiche qui sert de couverture à l'édition française. Et là aussi, c'est un dessin dont on ne sait pas dans quel sens le tenir. Et, et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose d'assez génial pour raconter la vie de ce futur lieu, de la place de la République et des différentes occupations qu'il pourrait avoir, quoi. Donc, enfin, voilà, j'ai pas de gêne à le dire. Je me suis vraiment très inspiré. J'ai même littéralement pompé
Chris Ware sur cette commande et pour produire ce que l'agence TVK a appelé le plan des usages. Donc une série de vignettes de représentant plein d'activités possibles. Là, elles sont présentées sur toutes les masses noires, hein, en gros, qui est autour, c'est le plan masse de la place, avec au centre, je ne sais pas si on voit, oui, voilà, au centre la statue de la place de la République. Et ce jeu de vignettes, un peu comme une sorte de calendrier de l'Avent, avait le mérite de pouvoir être présenté en vue d'ensemble, comme ça, avec toutes les vignettes réunies sur le plan, ou de manière ensuite isolée pour illustrer un propos particulier, ce qui a permis à l'agence de raconter un peu leur vision du projet. Donc, par exemple, ça, c'est un dessin où je me souviens très bien que l'agence TVK devait défendre, enfin, vu que la place est immense, il y a évidemment une forme de pente qui est immense. On ne se rend pas compte, je crois qu'entre le centre de la place et le bord, il y a pas loin de 2 mètres de dénivelé, quoi. Mais sauf qu'on ne le voit pas, vu l'étendue de la place. Donc, à un moment donné, pour gérer ce dénivelé, l'agence a proposé de faire des emmarchements. Et je crois que la ville était un peu réticente. Et ils m'ont demandé de faire des dessins expliquant que justement des emmarchements, c'est quelque chose qui pouvait créer un lieu de séjour, qui pouvait créer un endroit où on se pose, où on s'arrête, contrairement à une pente. Alors, évidemment, il y a des endroits où il y a une pente, de manière à ce que ça soit accessible à tous, mais ils ont réussi à défendre cette idée des emmarchements. Donc voilà, les possibilités d'usage de petites marches, la place lors d'un événement type concert nocturne ou représenté un jour lambda à différentes activités, le café, l'usage possible d'installation de rampes de skateboard, de abribus, le fait que aussi sous cette place, en fait, il y a un réseau de métro assez dense. Il y a je ne sais pas combien de lignes qui se croisent là. Donc en fait, cette place, ce parvis, c'est le toit d'un bâtiment, en fait. Donc évidemment, ma représentation des métros est un peu caricatural. Je pense que il y a un petit peu plus de matière entre deux quais, quoi. Ils ont installé un miroir d'eau, donc voilà. Donc j'ai essayé de faire des dessins un peu poétiques, racontant ces différents dispositifs. Voilà. Et puis c'est un monument, donc qui peut être photographié. Voilà, avec des installations de bâtiments temporaires. Et ce qui est assez drôle, c'est que en fait, cette place, c'est ça, mais puissance 10, en fait, quoi. Il y a vachement d'activités, vachement de... tout ce que l'agence TVK avait un peu envisagé s'y déroule, quoi. Mais même de manière encore plus dense, quoi. Voilà, et j'ai travaillé une 3e fois sur ce projet, donc juste avant le chantier. Donc il a fallu faire un dessin représentant le projet là, de manière plus exacte, avec donc c'est une vue d'ensemble de la place. Ou si on, alors ça c'est un dessin. Tous ces dessins, j'ai oublié peut-être de préciser, mais c'est des dessins que je fais sur ma table à dessin au crayon sur calque, quoi, à l'encre ou au crayon en papier. En fait. Et la couleur est numérique, voilà, mais ce sont des dessins à la main. Et autant les vignettes que vous avez vues précédemment sont des petits dessins
sont, je sais pas, qui font entre 10 et 20 cm. Ça, c'est un dessin qui est beaucoup plus grand, qui en fait, je sais pas, 70 de large, et dans lequel, si on... Alors, je sais... Est-ce que ça marche, le zoom? Voilà, si je zoome, non, enfin, il a fallu que je représente tout, enfin, les, les parkings à vélo, les Vélib, le... Ah mince, évidemment, ce zoom, ça marche pas. Ah, mais alors, pourquoi? Voilà. Le café, le miroir d'eau dont je vous parlais partout. Enfin, donc ils avaient vraiment besoin d'un document synthétique où il y ait exactement, on puisse localiser tous les petits détails du projet, quoi. Voilà, donc en fait, donc tout ça, ça se passe entre, je sais pas, 2009 et 2012. Enfin, la livraison, je crois que c'est 2012, mais ce dessin, il doit dater de 2000. J'ai la date. Ouais, enfin, bon, elle est floue. De 2011 peut-être. Et enfin, si je monte ce projet-là, d'abord parce que c'est assez rare que je travaille à trois moments différents sur un même projet. Mais c'est surtout un projet qui m'a mis le pied à l'étrier, quoi. J'ai eu la chance, parce que ces dessins ont été vus, ont été diffusés dans de la presse architecturale, mais aussi ont été vus dans la presse locale, enfin, par la mairie, et ont surpris. Parce que à cette époque-là, le dessin n'avait pas encore fait vraiment son retour, quoi. On était vraiment majoritairement sur des images numériques. Et, euh, et moi, ça a été un véritable tremplin, quoi. Derrière, c'est vraiment grâce à ça que d'autres agences se sont dit, bah tiens, voilà, on peut rendre des dessins dans un concours d'archi ou un concours d'un projet urbain. Et notamment le projet urbain qui, c'est quand même, aujourd'hui, même aujourd'hui, ça reste le type de projet que j'illustre majoritairement. Parce que le projet urbain, il faut représenter des bâtiments sans trop les préciser, mais en donnant quand même une idée d'un gabarit, d'une silhouette. Et donc ça, c'est les ateliers de 3-4 qui m'avaient commandé un dessin pour un concours à Courcouronnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'expliquer chacun des projets, mais j'ai regroupé plutôt dans cette partie des vues aériennes, parce que la vue aérienne, je trouve que c'est un sujet que j'aime bien dessiner, que j'aime bien représenter. Alors là, c'est un travail un peu de fourmi, quoi. C'est un dessin que j'ai fait pendant le confinement, donc j'avais du temps. Et donc c'est l'agence Martel et la RATP qui me l'avaient commandé. C'est les ateliers de la RATP dans le sud de Paris. Je crois que je ne sais plus si c'est le 14e ou le 15e arrondissement. Et donc il fallait représenter une axonométrie de l'ensemble du projet. Donc il y a plusieurs agences, alors j'ai oublié leur nom, je ne sais plus qui a fait quoi. Enfin, je sais que l'agence Martel, c'est ce bâtiment-là, c'est celui qui est dans le bas. Mais les autres, je ne sais plus qui c'est. Et mais ouais, l'axonométrie, je trouve que c'est une bonne manière de rentrer dans le projet, d'essayer d'aller scruter, regarder un peu. C'est un peu le même principe que Où est Charlie, quoi. C'est des dessins sur lesquels il n'y a pas de point de focal, quoi. On peut regarder un peu partout, quoi, là. Et ça, un autre type de dessin, pareil, grand format, que j'ai fait donc plus récent, celui-ci, pour la Société du Grand Paris, qui m'a demandé de faire un dessin pour la couverture d'un de leurs livres et puis pour une affiche illustrant enfin, un livre consacré aux futurs quartiers de gare qui sont attenantes aux futures gares du Grand Paris, quoi. Et donc, il fallait représenter
un quartier de gare, mais un quartier de gare du Grand Paris, évidemment, il y en a il y en a autant que de gares, quoi, parce qu'il y a des gares en lointaine banlieue, donc dans des tissus presque pavillonnaires, et puis des gares qui sont enfin, en première couronne, donc dans les quartiers d'une densité folle. Et, euh, et puis comment représenter un quartier de gare sans privilégier une commune en particulier. Et donc je leur ai proposé un dessin, une vision recomposée du Grand Paris. Alors on s'est mis d'accord sur le fait que la gare de Pleyel était peut-être celle qui symbolisait le plus, donc on a choisi la gare de Pleyel parce que elle était la plus caractéristique des futures gares du Grand Paris. Mais ensuite, alors je vais essayer de me balader sans faire sauter, de passer. C'est un paysage qui est composite, où j'ai réuni au même endroit des choses qui sont des emplacements différents. Donc là, il y a l'île Saint-Denis, non, pas l'île Saint-Denis, qu'est-ce que je dis. Il y a le grand stade de Saint-Denis, il y a l'île de Boulogne-Billancourt. On trouve des quartiers comme celui-ci, je sais pas, qui pourraient être un urbanisme des, des années 2000, de ZAC un peu dense. Ça, c'est, oui, un bâtiment de Jean Nouvel à Boulogne, les choux-fleurs, enfin, les Beaubourg derrière. Ah, mince, évidemment. Ça, euh, du tissu de faubourg, voire de maison. Voilà, donc j'ai composé ce grand paysage. Et aujourd'hui encore, je ne sais plus, c'était il y a 2-3 ans, et la Société du Grand Paris continue d'utiliser ce dessin, donc je suis content de voir que ça leur a plu, quoi. Voilà, un autre dessin pour Éric Lapierre, pareil, pour un concours. Idem, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'aime bien utiliser aussi la couleur pour amener le regard là où on souhaite, enfin, ou identifier la zone de projet. Donc là, c'était un grand parc qui, je crois que c'était à Sarcelles, je sais plus, en banlieue parisienne. Ouais, j'ai tendance à un peu oublier les projets, parce que à l'inverse des architectes qui, eux, travaillent plusieurs années sur le même projet, moi, j'y passe 2 semaines grand maximum, quoi. Donc l'échelle de temps de travail n'est pas du tout la même. Et c'est ce qui rend aussi mon métier plus léger que celui d'un architecte. C'est que si jamais je rate un dessin, 2 semaines après, j'en ai un nouveau, et puis j'ai oublié. Alors que quand on est architecte, c'est autre chose, quoi. Il faut rester acharné pendant plusieurs années sur le même projet. Et puis, voilà. Et je pense que d'ailleurs, dans le plaisir que j'ai à pratiquer ce métier, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que je travaille seul dans une autre dimension, enfin une autre échelle de temps que celui de l'architecture, qui me correspond plus, quoi. Voilà, donc le même projet représenté en coupe perspective, histoire de le remettre aussi dans son contexte. Enfin, de toute façon, j'attache toujours beaucoup d'importance à dessiner le contexte, enfin, le projet autant que le contexte. Même si ensuite, c'est la couleur, là, dans cet exemple, est concentrée uniquement dans le projet pour pouvoir l'identifier. Mais je trouve qu'on doit
représenter le contexte de manière aussi fidèle que le projet, quoi. Et que c'est important pour ensuite celui qui va le regarder, celui ou celle qui va le regarder, de pouvoir se situer, de reconnaître l'endroit où il est, enfin d'où est le point de vue. Le même projet, là, depuis des points de vue au sol, ça, c'est peut-être le type d'image que je fais le plus fréquemment, c'est-à-dire la perspective depuis un observateur au sol. Voilà, avec évidemment toujours beaucoup de végétation et de la végétation verte, parce que enfin, si vous êtes architecte ou dans cet univers-là, vous savez bien que on peut, enfin que la végétation, elle doit être mise en avant, quoi. Bon, là, ceci dit, c'est pas faux parce que c'était dans un grand parc, hein, quoi. Mais j'ai déjà essayé de faire des dessins en mettant une végétation d'automne, orange, et ça passe pas. Voilà, là, des maisons dans un parc, Barbizon, c'est l'agence Sigu qui m'avait commandé ces dessins. Et le promoteur Emma. Voilà, là, ça c'est l'agence Lambert-Lénac. Donc, un projet. Alors, j'alterne les outils. Enfin, à chaque fois, évidemment, je travaille sur calque en dessinant, et puis la couleur est numérique, mais il y a des dessins à l'encre. Ça, c'est un dessin au crayon. Et bon, c'est un peu selon ce que préfère l'agence. Le même projet vu dans sa cour intérieure. Voilà. Et, des projets. Ça, par exemple, c'est un projet de. Idem, je suis désolé pour lui, j'ai oublié le nom de l'architecte qui me l'a commandé. Mais qui est autant les dessins précédents, c'était des dessins de concours où évidemment les documents qui me sont envoyés définissent déjà très bien l'architecture. Là, il s'agissait plus d'une note d'intention. Donc j'avais des volumes un peu approximatifs, enfin des gabarits définis, et puis en discutant avec l'architecte, il voulait commencer par donner une idée c'est même avant avant la phase esquisse, quoi. Voilà, pour donner un peu une ambiance de ce que serait l'ambiance possible du projet. J'ai mis ce dessin-là parce que donc là c'est un projet pour Alain Gignoux, chez qui j'avais travaillé, qui ensuite il m'en a pas voulu que je le quitte puisqu'il m'a fait retravailler par la suite pour un concours. Mais j'ai mis cet exemple-là parce que c'était un concours de logement pour pour le bailleur social I3F. Et I3F, il y a quelques années, a décidé que dans le cadre de ces concours, la représentation des projets serait limitée strictement au plan coupe façade, maquette blanche et dessin au trait. Plus de perspectives photoréalistes parce que ça faisait des documents trop fascinants et sur lesquels se focalisait trop le jury, quoi. Ce que je trouve une démarche assez intelligente, quoi. Je ne suis pas du tout contre la représentation photoréaliste que permet le numérique aujourd'hui, mais le problème c'est qu'elle elle n'est pas utilisée au bon moment, je trouve. Quand on en est enfin une phase esquisse ou un concours comme ça, le photoréalisme donne une image qui est totalement fausse parce que elle donne l'impression d'un bâtiment fini, alors qu'on n'en est qu'à l'esquisse et que c'est pas à ce moment-là que la teinte de la brique doit se choisir, que c'est pas à ce moment-là que les détails doivent être définis. Par contre, plus tard dans les études du projet, je pense que c'est un outil important et qui peut aider l'agence à concevoir son projet. Mais
l'utilisation du dessin permet de hiérarchiser les choix que l'architecte doit faire pendant les études du projet, quoi. Parce que ensuite, enfin, il me semble que les images numériques ont eu ce défaut de figer le projet au moment du concours. Et ce qui fait qu'ensuite, bah, c'est très difficile de faire évoluer le projet parce qu'il a été publié dans le journal municipal et c'est devenu l'image contractuelle, quoi. Alors qu'avant le numérique, bah, la teinte de la brique, elle se décidait sur le chantier, quoi. Et c'était des hachures avant. Et puis tout le monde sait que des hachures, c'est de la brique, quoi. Et j'aime bien cette manière de représenter le projet. Voilà, et donc c'est pour ça, enfin, pour dire que le choix de ce bailleur social, I3F, à mon avis, est un choix intelligent, quoi. Un autre type de représentation que j'aime bien, c'est l'écorché, c'est l'éclaté, la coupe perspective. Donc là, c'était pendant une des phases un des concours, je crois, Réinventer Paris. Donc, il me semble, et donc c'est un promoteur et puis un, une société de maisons de retraite qui proposait une reconversion d'un ancien hôtel particulier qui avait appartenu à la PHP, de le transformer en maison de retraite, c'est l'hôtel Scipion. Et donc j'avais fait cet écorché montrant les types d'usages qu'il pouvait y avoir à rez-de-chaussée qui n'étaient pas forcément liés à la maison de retraite, et puis enfin, ensuite les chambres dans les étages, quoi. Ça, idem aussi, c'était un concours Réinventer Paris et c'est l'agence Gazo. C'était la reconversion d'un ancien transformateur électrique en logement, résidence étudiante, bain, therme, en gros, en sous-sol. Et le, D'ailleurs, enfin, tous ces concours Réinventer Paris, Réinventons la métropole, enfin, tous les réinventés, ont été ont, vachement, enfin, permis au dessin de revenir, quoi, là, dans la représentation des projets d'architecture. Parce que souvent, ces concours, ils étaient en plusieurs phases, et la première phase, il y avait une sorte d'interdiction de représenter les projets de manière réaliste, les perspectives étaient interdites. Donc les architectes et promoteurs, parce qu'à chaque fois c'était des réponses en équipe, se sont dit que le dessin c'était peut-être une bonne manière de représenter une note d'intention, une idée, sans forcément la figer. Et donc il y a eu pas mal d'illustrateurs qui ont pu un peu avoir travaillé pour ces concours de réinventer. Enfin, donc voilà. Alors évidemment, là aussi, la végétation est mise en avant. Un autre, donc ça c'est plus récent. C'est l'agence, c'est des designers Loma qui avait répondu à un appel à un concours sur la reconversion des voûtes dans le 15e vers Vaugirard de la Petite Ceinture à Paris. Et bon, alors, je ne sais pas si mon zoom va marcher, et donc là je leur ai proposé de faire, voilà, de retirer le chapeau, quoi, pour voir un peu toutes les activités qui peuvent se dérouler. Ah mince. Je sais pas comment faire pour que ça ne saute pas. Voilà, donc une sorte de tiers-lieu installé dans
les anciennes voûtes de la petite ceinture. Et ouais, c'est des dessins que j'aime bien faire. Il y a un truc, bon, alors évidemment, c'est des dessins où je passe du temps, mais moi, je me plonge dans une sorte d'hypnose. Et, euh, et je sais pas, je me raconte enfin, j'ai l'impression que c'est des dessins sur lesquels, voilà, on se raconte des histoires, moi en les faisant et l'observateur aussi en les regardant, en allant scruter chaque petit détail. Euh, c'est des modes narratifs utilisés, ouais, aussi dans l'édition jeunesse, quoi. D'ailleurs, je vais souvent un peu puiser dans des idées dans l'édition jeunesse, plus que dans la représentation architecturale. Et, mais j'en parlais tout à l'heure, Où est Charlie, c'est vraiment ce type de représentation, quoi. Voilà, la coupe perspective aussi, je trouve que ça permet de... Donc ça, c'est l'agence Graal pour un concours d'un foyer de réinsertion. Donc c'est des petits appartements, des petits studios, et ils voulaient montrer un peu donc c'est à Paris, Villa des Tulipes, au bord de la petite ceinture. Et je me suis amusé aussi à essayer de raconter un peu tout ce qui pouvait se passer dans, dans ce projet. Donc le toit, une partie collective, sur laquelle évidemment on peut cultiver des potagers. J'en ai dessiné beaucoup des potagers sur le toit. C'est très bien, hein, mais il y a beaucoup des projets que je montre. Il faut que voilà, et la vie qui peut se dérouler dans chacune de ces petits studios, quoi. À chaque fois, c'est pour des personnes en difficulté qui se retrouvent, donc, qui ont des petits appartements avec petite kitchenette, salle de bain, et puis des parties collectives à rez-de-chaussée et techniques en sous-sol, au bord de la petite ceinture. Alors, là, je montre ces dessins parce que ça, c'est une commande un peu particulière. Autant tout ce que je vous ai montré avant, ce sont des dessins de projets à venir. Et ça, c'est une commande que m'avait faite le CIE des Bouches-du-Rhône, qui a édité 2 ouvrages sur la question du logement et de la densité, pour évidemment essayer de défendre l'habitat dense et éviter le mitage du territoire et, par une urbanisation incontrôlée, notamment pour défendre, dans le cadre de sa mission de conseil auprès de petites communes des Bouches-du-Rhône. Et donc, dans ce livre, ils ont retenu 15 projets construits en France, exemplaires du point de vue de la densité. Donc, c'est des projets qu'ils ont classés par type urbain, quoi, donc allant de zones urbaines très denses, donc ça c'est à Paris, jusqu'à en zone rurale, enfin périurbaine ou en zone rurale, quoi. Et donc là, j'ai eu une sorte de travail inverse, c'est de représenter des projets déjà réalisés. Donc on m'a envoyé vraiment tous les documents enfin, un reportage photographique, et puis, parce qu'il y avait eu un premier tome qui était un reportage graphique dans ces 15 projets, et le deuxième tome, c'était l'analyse graphique de ces bâtiments. Et j'ai vachement aimé faire ça, même si c'était un boulot un peu dense, parce que enfin, quand on vous envoie l'intégralité des pièces graphiques de 15 projets, c'est d'un seul coup, j'avais une masse d'informations énorme, et il faut aller comprendre, rentrer dans la mécanique de chacun des projets, mais j'ai essayé par des schémas analytiques de représenter, d'essayer
de comprendre comment fonctionnaient ces bâtiments en utilisant ben voilà, des figures éclatées. Là, il s'agissait de représenter quelle est la partie logement, type de logement, le parking en sous-sol, le jardin associatif en toiture du gymnase, d'autres logements en cœur d'îlot. La coupe perspective qui permet de représenter l'ensemble et de comprendre le fonctionnement général. Un autre projet où je me suis bien arraché les cheveux pour essayer de le comprendre, à Nantes, c'est un projet de Sophie Delay qui est un système de logement en bande un peu avec des jardins privatifs intérieurs, des jardins, enfin des espaces collectifs, des espaces publics, donc avec un système de venelles. J'ai essayé de le décomposer comme ça. Alors c'est une représentation un peu inhabituelle, comme si je l'avais coupé un saucisson coupé en tranches, comme ça, pour essayer de comprendre, montrer quels étaient les différents types de percées entre des bâtiments. Donc les venelles publiques, les jardins privatifs qui sont pris entre deux bâtiments, et des espaces collectifs qui sont partagés entre 4 logements, donc, et qui ne sont pas accessibles au public. Et puis ensuite, donc là aussi, l'axonométrie éclatée pour montrer comment s'organisent les logements, qui sont des logements assez étonnants, qui sont faits de plusieurs pièces de dimensions quasiment identiques, pouvant être des salons, chambres, un peu, enfin, en gros, essayer de très peu définir l'usage possible des pièces. Et ces logements ont un jardin et une pièce qui est de l'autre côté du jardin, donc qui peut devenir un atelier, qui peut devenir une chambre pour plus indépendante, pour, je sais pas, un adolescent ou jeune adulte habitant encore ici, ou qui peut, enfin, je sais pas, plein d'usages possibles justement. Et puis j'ai ensuite essayé de raconter l'emboîtement typologique des différentes types de maisons, quoi. Là aussi, là c'est un projet de Chemetov, Alexandre Chemetov, à Blanquefort, où il a essayé d'identifier plutôt que de construire, enfin, la ville lui avait demandé de construire des logements, alors je ne sais pas où, et il a remis un peu en cause la commande, et en essayant d'identifier des parcelles, des délaissés urbains, ou pour essayer de densifier le cœur de Blanquefort, plutôt que d'aller s'étaler en périphérie de la commune, quoi. Donc voilà, donc c'est des schémas analytiques donc, qui sont parus dans un ouvrage édité par le CAUE qui s'appelle Danse, 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 Comprendre, et qui est téléchargeable gratuitement, au moins sur le site du CAUE. Donc voilà pour ce qui est la partie de commande d'illustration, qui est en gros mon activité principale. Voilà, celle qui me fait vivre et qui me rémunère, quoi. Mais en parallèle de ça, j'ai travaillé un peu pour la presse architecturale, et j'ai commencé par travailler pour la revue Criticat, qui est une revue qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait été montée par Valérie Didlon, Pierre Chabard, Françoise Fromono et Bernard Marais. Et elle a édité 20 numéros. Elle paraissait 2 fois par an. Et moi, j'ai rejoint l'aventure en cours de route, je sais pas, vers le numéro 6 ou 7. Et j'ai
réalisé pour cette revue à plusieurs reprises des visites dessinées, une sorte de critique architecturale en allant visiter ou bien des bâtiments, des quartiers, des lieux. Je vais en faire 4. Donc là, je vous en montrer qu'une, quoi, mais c'est enfin la première fois que les premières fois que j'ai travaillé pour la revue Criticat, au départ, c'était pour illustrer des articles écrits par d'autres auteurs, enfin pas écrits par moi, notamment Françoise Fromono. Et puis au bout d'un moment, toute cette bande de Criticat m'ont dit mais ouais, mais ce serait bien que tu écrives ton propre article, ce que je n'avais jamais fait, quoi. Et donc, je l'ai fait donc, par le biais de visites. Et donc, j'ai mêlé à la fois du récit, écrit, des dessins faits sur place, des dessins analytiques faits chez moi. Et, et tout ça prenant la forme de quelque chose un peu à mi-chemin entre le carnet de voyage, la bande dessinée, et j'ai mis en place ce dispositif en fait, où je me mets en scène en train de visiter les lieux. Donc, je raconte ma découverte des lieux. Et là, il s'agit d'un lieu que je connaissais déjà puisqu'il est à Rouen. Donc ça s'est paru dans le numéro 19. Je crois que c'est le dernier article que j'ai fait pour la revue Criticat qui s'est terminé au numéro 20. Et c'est la visite d'un quartier qui s'appelle la Grand-Mare sur les hauteurs de Rouen, qui est un quartier d'urbanisme des années 60-70 assez dur, mais au sein duquel il y a eu un projet de Marcel Lotz qui est vraiment intéressant, assez expérimental du point de vue de la construction, parce que Marcel Lotz est quelqu'un qui a vraiment œuvré pour l'industrialisation et la préfabrication du bâtiment. Est-ce que c'est bien ou pas, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu des choses. Ça a donné à des projets assez intéressants du point de vue même de l'habitat, de l'espace urbain, du parc dans lequel s'inscrivent ces bâtiments. Sauf que ces bâtiments ont une histoire assez tragique. Parce que, donc, au début, il y avait 25 petits plots comme ça, assemblés, enfin, ou bien solitaires, ou bien assemblés par 2 ou 3 ou 4. Et c'est de la construction acier en métal, assemblée sur place, quoi, mais construite, préfabriquée en usine. Et donc construit à la fin des années 60, à une époque où on maîtrisait encore mal la sécurité incendie. Et donc il y a eu des incendies très graves, parce qu'il y a même eu des morts. Et puis c'est une construction métallique avec des planchers en treillis dans lesquels passaient tous les fluides. Ce qui fait que il y a eu des effets cheminés, qui font que le feu s'est propagé à une vitesse phénoménale, et puis le métal a évidemment très mal résisté à la chaleur, et donc les bâtiments se sont effondrés en quelques minutes. Enfin, certains bâtiments, pas tous. Donc, alors j'essaye de raconter un peu ce dilemme entre une architecture avec une qualité assez chouette et des lieux assez agréables, très innovants du point de vue de la technique, et en même temps avec une histoire terrible, et qui fait que la plupart des bâtiments ont été détruits parce que la ville a d'abord essayé en partie de les rénover, de les réhabiliter, de les mettre aux normes, mais ça s'est parfois avéré vain. Et ce qui fait que quand moi j'ai rédigé cet article, sur les 25 bâtiments, il en restait plus que 8. Et je crois, aujourd'hui, je crois qu'il en reste plus que 2. Voilà,
un qui a été acheté par des particuliers, qui a été rénové pour essayer de le conserver quoi, comme patrimoine du XXe siècle. Et un autre, je crois, qui avait été acheté par l'équipe de hockey de Rouen qui logeait ses sportifs, quoi. Donc voilà, je raconte. Alors, ces dessins, voilà, la plupart des dessins à l'encre, enfin au pinceau, sont des dessins faits sur place. Ça, c'est les autres, des dessins au trait, sont des dessins analytiques. Et j'essaye de raconter le projet et de faire en sorte que ça soit compréhensible par tous. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur, que ce soit dans les concours ou dans ces articles-là ou dans d'autres dessins ou même les dessins que vous avez pu voir là ici dans l'exposition pour d'art. J'essaye de m'adresser à tout le monde, qu'un enfant de 6-7 ans puisse comprendre ce qu'il a sous les yeux. Et j'ai vu qu'il y avait des livres ici, là, de la maison d'architecture, d'un dessinateur qui s'appelle David Macaulay, et qui est une grande influence pour moi. David Macaulay, c'est un illustrateur anglais qui a réalisé des livres Naissance d'une cité, Naissance d'une pyramide, qui s'adressent à un public jeune à partir de 6-7 ans, à partir du moment où on sait lire, et qui explique plein de sujets d'architecture. Donc il y en a un sur les châteaux forts, il y en a un qui s'appelle Sous la ville, donc c'est tous les réseaux. Et je trouve que c'est des livres fascinants. Et c'est un dessinateur virtuose, et c'est vraiment par le dessin qu'il arrive à livrer des informations très précises à des enfants de 7-8 ans, quoi. Il explique même des types de fondations, des types de réseaux. Enfin, voilà, j'aurais dû intégrer des dessins de lui dans mon diaporama, mais à défaut, je le cite, hein, voilà. Et voilà, donc je raconte ma visite de ces bâtiments en essayant d'expliquer un peu à toutes les échelles urbaines, mais même jusqu'à l'échelle de l'appartement, comment ça s'est construit. Il y a d'ailleurs Prouvé qui a travaillé sur les systèmes de panneaux de façade qui sont... c'était un système de chantier pensé pour être complètement à sec. C'est-à-dire qu'à part les fondations, il y a du béton en fondation, et après ça, c'est vraiment des éléments préfabriqués qui s'assemblent un peu en kit, depuis l'intérieur, sans échafaudage autour, enfin, avec un système de chauffage d'air pulsé, et justement, bah, c'est ce système de chauffage qui a fait que dans les planchers voilà, qu'on voit ici, creux, et les cloisons, enfin, le feu s'est propagé de manière très rapide. Voilà, donc un destin tragique qui, au final, se finit par une démolition et un remplacement par des maisons individuelles assez médiocres, quoi. Et voilà, donc c'est un peu par ce biais-là que j'ai mis un pied dans la narration autre enfin, dans la presse architecturale déjà d'une part, mais que j'ai découvert une narration proche de la bande dessinée, et puis que j'ai essayé d'introduire dans la presse architecturale une notion qui est un peu inexistante, qui est l'humour, quoi. En essayant de regarder l'architecture de manière aussi drôle, quoi, que même si c'est un métier sérieux, on peut en rire, quoi. Voilà. Là, en l'occurrence, le sujet n'est pas très rigolo, quoi. Mais il y a d'autres visites lesquelles j'ai essayé de rigoler. Et l'humour, voilà, bah, pour en arriver à l'expo qui est ici en ce moment. C'est Emmanuel Caille, le rédacteur en chef de la revue Da, qui, à la lecture de la revue Critica, m'a dit « Ah ouais, j'aimerais bien avoir des dessins aussi dans la revue Da ». Et donc, il m'a proposé de faire tous les mois un dessin une sorte de billet d'humeur.
il m'avait pas demandé de forcément que ça soit drôle. Alors, moi j'essaye de le faire, mais je ne sais pas si j'y arrive toujours. Mais euh, donc j'ai une page dans cette revue tous les mois où je dessine un peu ce que je veux. Alors, euh, vu que c'est un... Enfin, pour moi, c'est un exercice assez difficile, même ça va bientôt faire 10 ans que je fais ça. Je trouve ça toujours aussi difficile de trouver une bonne idée. Donc j'essaye parfois de m'accrocher à la thématique du dossier, parce que dans chaque numéro, il y a une thématique sur un dossier, donc de manière à faire un dessin qui résonne, mais bon, parfois j'ai pas d'idée sur le dossier. Et les premières années, je faisais des dessins que je juge pas très bons aujourd'hui, enfin ou moins bons, j'en sais rien, mais qui étaient plus liés à l'actualité architecturale. Et donc ça faisait des dessins qui s'adressaient un peu que aux professionnels du bâtiment, aux architectes, maîtres d'ouvrage. Et j'ai voulu assez rapidement essayer de continuer à parler d'architecture, d'aménagement du territoire ou d'urbanisme, mais en m'adressant à un public plus large, quoi. Enfin, et donc, voilà, en essayant de trouver des choses qui touchent tout le monde, quoi. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter chacun des dessins, d'abord parce qu'ils sont dans l'exposition, et puis parce que commenter un dessin d'humour, c'est une manière de s'assurer de casser la blague, quoi. Donc, enfin, celui-ci est un dessin, par exemple, qui a eu un peu de succès, et que j'aime bien, qui m'a été demandé pas mal de fois par des gens qui travaillent sur la question de la désertification des centres-bourgs. Voilà. Et enfin, je ne sais pas si vous arrivez à lire là-haut. Enfin, voilà, donc, sur ce petit panneau promotion, il y a écrit le hameau des Châtaigniers, retrouver l'esprit village, et sur les petites pancartes rouges, il y a écrit à vendre ou à louer. Mais j'essaye, enfin, à chaque fois de trouver des choses qui résonnent avec la réalité de notre territoire, et de jouer aussi avec les paradoxes du monde moderne auquel on est confronté. Notre monde, il est devenu tellement complexe que on est toujours tiraillé entre le désir d'être parfait d'un point de vue écologique, et puis en même temps, on est dans un monde moderne, et donc on ne l'est pas du tout. Voilà. Donc la taille originale, enfin ces dessins, là, ils ont été agrandis en grand format pour l'exposition, mais c'est des dessins qui paraissent en format A4 en gros, et moi je les dessine en format A3. Après. Voilà, donc question du télétravail. Voilà. Moi, je sais pas. Et puis, tous les dessins n'ont pas forcément un propos particulier, mais j'essaye aussi dans chacun de mes dessins de de pas être trop, enfin, de soulever un sujet ou une problématique, mais j'aime pas être trop tranché, de dire ça c'est, enfin, c'est bien, c'est mal, quoi. J'essaye de pointer justement un sujet qui fait que on est dans notre monde moderne fait que parfois on se retrouve dans des situations presque absurdes, quoi, comme celle-ci.
Donc évidemment, c'est pas un dessin ni pour ou contre l'éolien. À la limite, c'est plutôt un dessin contre le remembrement, quoi, enfin, sauf que c'est campagne où l'agriculture fait enfin, l'exploitation agricole fait que bah, il y a plus beaucoup de haies, plus beaucoup de. Mais on est quand même écolo, quoi. Donc voilà, donc c'est ces paradoxes que j'essaye de pointer, quoi. Voilà, et puis je vais finir par une note un peu différente. Faire un peu de promo pour un livre qui est sorti la semaine dernière. Voilà, et donc c'est ma première expérience en illustration jeunesse. Ça ne parle pas du tout d'architecture. Elle parle d'un petit garçon qui se retrouve un peu par magie, enfin de manière miraculeuse, on ne sait pas trop si c'est un rêve ou si c'est vrai, au fin fond de l'Amazonie, à aider les animaux à lutter contre les méfaits de l'homme, de la déforestation et du braconnage. Et donc c'est Dato. Et voilà, donc c'est l'école des loisirs qui l'année dernière m'a proposé d'illustrer un texte de Temo Anargyros, qui est un jeune auteur. Donc c'est son premier livre lui aussi. Et donc j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Et donc voilà, des illustrations d'un livre qui s'adresse aux enfants qui commencent à lire, quoi, à partir de 6 ans. Et, donc bon, là j'ai retenu que les dessins pleine page, donc, mais c'est une quarantaine de dessins comme ça qui ponctuent le texte. Et donc les aventures de Dato et sa petite compagne Lily euh, euh, au milieu de l'Amazonie. Et, euh, et donc bah, ça fait du bien aussi de faire des dessins qui parlent pas d'archi. Bon, il y a encore le végétal, hein, voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai d'ailleurs été très étonné quand l'éditrice m'a dit voilà, est-ce que ça vous intéresse d'illustrer ce texte? Je dis mais pourquoi moi? Et, euh, et c'est peut-être parce que je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de végétation sur les dessins que je fais. Voilà, je crois que c'est le dernier dessin de cette petite, enfin de mon récit ce soir. Voilà. Merci de m'avoir écouté.